Bonjour. Alors, depuis hier, hier, on a vu comment on pouvait passer cette application dans un format plutôt MVC. Là, vous avez donc des vues, c'est-à-dire les parties du site, le template du site qu'on voit, c'est-à-dire l'HTML, etc., qu'on va voir dans le site, avec parfois du PHP un peu mélangé dedans. C'est pas forcément la meilleure manière, mais c'est une manière de faire. Vous avez les contrôleurs qui correspondent donc chacun à une ou plusieurs vues et surtout chacun a un élément de l'application. Donc on a le contrôleur qui s'occupe de tout ce qui est error 404 et puis on a le contrôleur qui s'occupe de tout ce qui est formulaire de contact. Dans le contrôleur qui s'occupe de tout ce qui est formulaire de contact, on avait donc deux méthodes. On avait une première méthode qui s'occupe, quand on soumet le formulaire, d'afficher la page et de traiter les données et ensuite d'afficher la page. Et puis le deuxième méthode qui affiche la page d'accueil de l'application qui est donc en fait notre formulaire de contact. Là cependant, nous avons que les deux parties sur les trois de MVC, le modèle View Controller Model. On a donc des contrôleurs, on a des vues, mais on n'a pas de modèle. Et pourquoi on n'a pas de modèle? Parce que pour l'instant, notre application n'interroge pas une base de données, n'est pas intégrée avec une base de données. C'est-à-dire, il ne va pas stocker des informations, les demandes de contact, etc. Là, actuellement, tout ce qu'il fait, c'est qu'il écrit ça dans un log. Alors, on peut imaginer donc pour rendre cette application un peu plus réelle, un peu plus utile, que en fait, un formulaire de contact, oui, ça pourrait simplement envoyer un mail et dans ce cas, mon application suffit. Mais idéalement, ça n'envoie pas simplement un email. Un formulaire de contact, en fait, quelqu'un qui va répondre à un formulaire de contact, il va être stocké dans une base de données avec qui est cette personne et ensuite la demande de contact qu'il a faite. On peut imaginer une base de données comme un fichier Excel avec une ligne par personne qui nous a contacté avec leur nom, prénom, nom, adresse mail, le titre de leur message et le message. On peut même imaginer que, enfin, ça dépend, mais il y a aussi la possibilité, si on imagine, euh, de plutôt que d'avoir une seule liste de toutes les demandes de contact, d'avoir deux tables dans notre base de données, c'est-à-dire d'avoir une liste de toutes les personnes qui nous ont contactés et ensuite une autre liste avec toutes les demandes de contact, sachant qu'une demande de contact peut provenir plusieurs fois de la même personne. C'est-à-dire une personne, moi, je peux déposer 4, 5, 6 demandes de contact et donc je devrais apparaître 6 fois dans la liste des demandes de contact, mes demandes. Cependant, je devrais être une seule fois dans la liste des contacts. Donc ça, c'est une autre manière de l'imaginer. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est qu'on va ajouter d'abord à l'application cette idée d'avoir une table simple qui liste toutes les demandes de contact dans une table de la base de données. Donc, à chaque fois qu'on envoie une demande de contact, en plus d'envoyer un mail ou d'écrire dans les logs, dans l'occurrence ici, on va en plus enregistrer la demande dans une table, dans une base de données. Ça, c'est la première. Et puis, on va créer une deuxième page dans notre application qui va donc faire la liste de toutes ces demandes, qui va lister l'ensemble des demandes de contact de la base de données. Ensuite, on verra si on change encore, si on va ajouter cette deuxième partie peut-être dans un autre cours plus tard, où on peut séparer ça dans deux tables. Une première table avec toutes les demandes de contact et une deuxième table avec les personnes qui ont qui ont lancé ces demandes de contact. On va voir. Pour l'instant, je vais simplement faire cette première version parce qu'elle est plus simple. Pour faire cela, nous allons donc faire plusieurs choses en plusieurs étapes dans notre application. La première étape, là, vous voyez que dès que l'application commence à grandir, je commence à avoir beaucoup de ces require ici dans le fichier index pour inclure tous les différents fichiers dans mon projet. Il y a dans PHP une manière automatique de faire cela qu'on va utiliser maintenant avec un outil qui s'appelle Composer. Composer, il faut le télécharger et l'installer et je vous ai donné une vidéo sur le Moodle qui explique ce que c'est Composer, comment ça fonctionne et surtout qui vous donne les indices pour l'installer. Vous pouvez aller regarder la documentation sur le site aussi pour le faire sur votre machine. Donc, je vais présumer que tout le monde a fait cette étape et tout le monde a Composer installé sur leur machine. Ensuite, donc nous, on va utiliser Composer d'abord pour
ranger un peu notre projet pour utiliser sa fonctionnalité de auto-load qui va nous permettre de ne pas devoir chercher manuellement chaque fichier. Deuxième chose qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser Composer pour installer une dépendance, c'est-à-dire pour installer une librairie externe. Et cette librairie externe, elle va être la passerelle qui permet de faire le lien entre notre application et la base de données. Pourquoi on fait ça? Parce qu'il y a beaucoup de librairies déjà existantes pour PHP qui permettent de simplifier et de vraiment réduire la complexité et de vraiment réduire, enfin, augmenter la lisibilité du code qu'on va écrire parce qu'ils permettent de rajouter, on va dire, une couche entre notre application et la base de données. Donc nous, on n'aura jamais besoin de taper des requêtes SQL, enfin très probablement pas, on n'aura jamais besoin de taper des requêtes en brut en SQL comme vous avez peut-être fait dans le cours de Monsieur Baguet. On ne va jamais avoir besoin de faire ça si on utilise une librairie comme ce que je vais vous proposer. Parce que la librairie, en fait, elle va nous proposer juste une interface très simplifiée vers ce dont on aura besoin dans la base de données. Et elle va aussi faire un certain nombre de choses manuellement par elle-même. Du coup, moi, je vais maintenant préparer un peu le terrain et ensuite, je vais vous montrer ce que j'ai fait et comment je l'ai fait. Donc, la première étape dans notre application, ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer de ranger un peu ces fichiers et surtout d'avoir une structure un peu plus typique pour une application. Comment je fais ça? Alors, je vais utiliser une feature, enfin un élément de PHP qui était introduite dans les dernières versions de PHP, je crois, la version 5.6 ou peut-être 7, je ne sais plus, euh, qui s'appelle des namespaces. Donc, en français, on peut dire des espaces noms, mais en gros, plutôt que de devoir inclure les fichiers ici avec des requires à chaque fois et préciser où se trouve le fichier exactement sur le drive par rapport au fichier principal, en fait, je vais utiliser cette fonction de namespace qui va me permettre de définir pour chaque fichier PHP euh, où il se trouve dans l'architecture de mon application, c'est-à-dire quel type de fichier c'est, et ensuite quel est le nom de cette classe. Et ensuite, mon autoloader, le autoloader de Composer, il va lire ces déclarations de nom et il va dire, oh bah 6, il est nommé comme ça, il doit se trouver dans X dossier, et donc c'est lui-même qui fait l'include automatiquement. Donc, d'abord, je vais devoir commencer par ranger les fichiers correctement ici. Actuellement, j'ai un peu mélangé deux différents types de paradigmes et de noms de fichiers. On a des fichiers qui sont nommés comme ça, avec les majuscules et ensuite juste un point PHP. J'ai fait ensuite dans les controllers. Dans les views, j'ai fait un peu la même chose, sauf que ici, ce sont des fichiers purement bruts PHP. Et puis dans Inc, j'ai d'autres trucs qui ne semblent pas aller dans l'un ou l'autre dossier. Et là, je les ai nommés avec ce qu'on appelle du snake case, c'est-à-dire, enfin, non, c'est pas du snake case, c'est du kebab case parce qu'il y a le tiret entre les deux. Et du coup, avec le point inc.php qui a en gros un autre paradigme pour nommer les fichiers. Donc, moi, j'ai fait un gros mélange de n'importe quoi, c'est pas comme ça qu'il faut faire un projet. Je vais ranger ça, je vais le mettre au propre. Et je vais faire, en fait, je vais passer tout ce dossier-là, Inc., dans le format du dossier controllers, et ensuite je vais le ranger correctement dans une structure de fichiers. Alors, dans un projet classique dans, dans PHP, typiquement, toute notre application se trouve dans un dossier qui va s'appeler app. Et donc, ça, c'est tout ce qui, dans notre application, tout ce qui est vraiment des fichiers noyaux du cœur PHP, notamment les contrôleurs et les modèles. Donc, je vais créer ce dossier app et dedans, je vais bouger mon dossier controllers et puis par convention, je vais le nommer correctement avec un majuscule, c'est-à-dire tous les dossiers dans le dossier app en principe, ils commencent avec un majuscule et toutes les classes en PHP par principe, ça commence avec un majuscule et ensuite c'est ce qu'on appelle du camel case, donc c'est-à-dire euh, c'est-à-dire le premier lettre de chaque mot est majuscule et le reste sont minuscules et ils sont tout attachés. Sauf que vous avez peut-être vu ça avec le tout premier lettre en minuscule, ça s'appelle camel case. Et puis, si le tout premier lettre est aussi en majuscule, ça s'appelle Pascal case, c'est un autre type d'écriture. Et par convention, c'est le type d'écriture, c'est le cas qu'on utilise pour les fichiers, les classes en PHP. Donc là, je l'ai déjà fait un peu par réflexe ici. Je ne l'ai pas fait ici, je vais maintenant le faire ici.
Oh, pardon, je voulais faire ça. Donc, contactform.inc, il va devenir contactform.php. Contact va devenir contact.php. Email.inc, il va devenir email.php. Site.inc, il va devenir site.php. Et puis view.inc, il va devenir view.php. Alors, maintenant, où est-ce que je vais le mettre? Là, dans mon dossier app, je vais créer un nouveau dossier qui va s'appeler models. Et les modèles, c'est tout ce qui sera représenté dans la base de données. Donc, dans notre application, il y aura une seule chose. Ça va être les demandes de contact. Ok, les contacts. Et là, dans l'application jusqu'à maintenant, j'ai appelé ça un contact. Mais je pense que meilleure manière de l'appeler, ce sera une demande de contact. Parce que chaque demande de contact va figurer dans la base de données. Donc, je vais créer un nouveau modèle qui va s'appeler contact request. Ok, demande de contact en anglais. Je vais simplement copier pour l'instant l'ensemble du contenu de ce fichier là-dedans. Et puis, bah, du coup, je peux supprimer ce fichier-là dans Inc. Maintenant, j'ai ce fichier-là, le contact form. Le contact form, alors, dans un paradigme MVC, dans un paradigme purement orienté objet, ça avait du sens à avoir cette classe qui va gérer l'ensemble du formulaire de contact. Dans un paradigme MVC, il ne rentre pas dans un modèle parce qu'il n'est pas une représentation de quelque chose dans la base de données. Il n'est pas une représentation de quelque chose dans la base de données. Ce n'est pas non plus une représentation d'un modèle, d'un contrôleur, parce que ce n'est pas quelque chose qui va nous permettre de contrôler le front-end de notre application. Et ce n'est pas non plus une vue. Donc, en fait, il faut que je le place autre part. Alors, ça dépend du projet, mais il y a, moi j'ai tendance à utiliser un dossier dans App et de créer un nouveau dossier et je l'appelle Services. Et donc là-dedans, je vais mettre en gros les classes qui fournissent un service, qui proposent quelque chose, mais qui ne sont pas vraiment une vue, un modèle ou un contrôleur. Et donc je le place dedans, le contact form, il va être dedans. Ensuite, le email, bah en fait, c'est un peu la même chose que c'est aussi un service dans le sens où je vais on va l'utiliser pour envoyer le mail. On va créer le mail avec et on va l'envoyer. Donc, je pourrais aussi le placer dans Services. Pardon, j'ai mis ça tout dans le contrôleur, c'est pas censé dans le contrôleur, c'est censé être juste dans App. Voilà, ok. Site, bah finalement c'est pareil, hein, c'est un service. Hop. Et puis View, finalement c'est pareil, c'est aussi un service dans le sens où ça me permet de charger la vue de mon application. Je réfléchis juste un peu parce que Views, il permet de charger le template. Du coup, c'est du statique. Là, on n'est pas sur du statique. Est-ce que c'est la meilleure manière de l'organiser? Bon, c'est peut-être pas la meilleure manière de l'organiser. Peut-être que je ferai ça autrement. Il y aura simplement, ouais, peut-être que je mettrai contact form. Ouais, bon, c'est pas grave. On va le laisser comme ça pour l'instant. C'est peut-être pas la super bonne manière de l'organiser avec tout le bordel dans Services, mais bon, pour l'instant, c'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Du coup, je vais virer ce dossier. Je vais laisser Views à part parce que le principe, c'est que dans Views, je n'ai jamais aucune logique de l'application. Tout ce que j'ai, c'est juste une vue, c'est juste une vision de quelque chose, donc je vais le laisser en dehors de ce dossier app. Ensuite, dans mon fichier, alors j'ai créé donc ici un nouveau fichier qui s'appelle composer.json. Et dedans, j'ai écrit donc un peu de JSON. Si vous ne savez pas ce que c'est du JSON, c'est du JavaScript Object Notation. C'est une manière d'écrire des petits objets en JavaScript et en général, c'est beaucoup utilisé pour des fichiers de configuration. Donc là, c'est un fichier de configuration de l'outil Composer que je vais utiliser pour ce projet. Qu'est-ce que j'ai mis dedans? Alors, j'ai mis juste cette clé autoload qui va en fait activer la fonctionnalité autoload de Composer.
Ensuite, je précise le type d'autoloading à faire. Il y en a 4. Vous n'avez pas besoin de les connaître tous. PSR4, c'est celui que je vais utiliser. Et ensuite, vous devez déclarer quel est le namespace principal de votre application. Alors ici, c'est vraiment vous qui devez décider. Par convention, on utilise le mot app avec un A majuscule pour quand c'est une nouvelle application. Mais en fait, si vous allez publier votre application, parfois c'est utile de mettre ici le nom de votre entreprise ou le nom de l'application. Donc par exemple, ça pourrait être Mark Nightingale contact form 7 si c'est le nom de mon application par exemple. Ici, je vais juste mettre app parce que par convention, c'est ce qui est le plus simple et c'est le truc par défaut. Et ici, je dois dire à Composer dans quel dossier se trouvent tous les fichiers de mon application que je veux pouvoir appeler avec cet élément app. Donc, je les mets dans... Enfin, je lui indique qu'ils sont tous ici. OK. Ensuite, je lui ai dit que tout est ici. Maintenant, pour chaque fichier, en plus de déclarer la classe, je dois indiquer à PHP où se trouve cette classe, comment est-elle organisée dans l'application. Et ce n'est pas forcément obligatoirement la structure des dossiers, mais par bonne convention, on essaye de faire en sorte que la structure des dossiers reflète la structure des namespaces. Namespace, c'est cet espace de nom, c'est-à-dire le nom de l'application. Mais, très important, ce n'est pas obligatoirement la structure de dossier. Et quand on va utiliser notre librairie externe, vous allez voir qu'en fait, le namespace peut ne pas du tout représenter la structure du dossier. Mais quand c'est au sein de notre propre application, c'est en général une bonne idée de déclarer une namespace qui représente la structure de où se trouve ce fichier dans le dossier. Donc simplement ici, je vais utiliser la mot-clé namespace. Je vais dire, comme j'ai dit à un composer, tous mes éléments ils se trouvent dans le namespace app. Je vais dire qu'il se trouve dans le namespace app. Et ensuite, on voit qu'il est dans le dossier controllers. Donc, je vais simplement dire il se trouve dans le dossier, dans le namespace app/controllers. Et fais attention, c'est un backslash, pas un slash forward, mais slash backwards pour les namespaces, pour les délimiter. Donc, je fais ça pour tous les fichiers. Alors, vous allez tout de suite voir qu'en fait, tous les fichiers qui sont dans un même dossier, ils sont dans le même namespace. Donc, je copie ici. Et là, je colle. Pour les modèles, vous allez tout de suite le voir. Ce n'est pas le app controllers, c'est app models. Et puis pour service, c'est en fait exactement la même chose. Et du coup, je copie. OK. Maintenant, dans notre index.php, on a tout ce bordel dont on n'a plus besoin. Parce que Composer va s'occuper de générer automatiquement les require. Cependant, nous avons besoin d'une seule chose, et ça, c'est de inclure le fichier de Composer qui, lui, va faire tous les includes automatiques. Mais on a besoin d'inclure ce premier fichier, et on devrait le faire une seule fois dans notre application, et c'est donc require, et le fichier, il va s'appeler vendor autoload.php. Cependant, vous allez tout de suite voir que, en fait, dans mes dossiers ici, je n'ai pas de dossier vendor et je n'ai pas de dossier autoload. C'est parce que je dois lancer la commande de Composer qui permet à Composer de lire nos fichiers et de créer le dossier avec les includes. Et la commande, c'est Composer dump autoload. Maintenant, il m'a créé un dossier vendor et dedans, il a créé ce autoload.php. Et du coup, j'ai juste besoin de l'inclure. Et normalement, c'est bon. Donc, maintenant, on va voir ce qui se passe. Je suis pas sur la bonne... Je crois que je l'ai appelé test comme ça. OK. Donc, on a une erreur. Et il m'a dit que la classe site not found. Ici. Site not found. Pourquoi? Parce que j'ai dit il faut inclure les classes, mais en fait, la différence avec les
avec ces namespaces, c'est qu'en fait, ce qu'on a fait ici, quand on a mis le namespace App Services, c'est qu'en gros, on a renommé cette classe, plutôt que de s'appeler Sites, cette classe, elle s'appelle maintenant app/services/sites. D'accord? Donc si je regarde dans mon index.php, ici, et je le mets comme ça, ce nom-là, normalement, ça devrait fonctionner. Oui. Parce qu'on a une autre erreur qui est maintenant, il ne trouve pas le contact form controller. Donc en fait, je vais devoir aller dans Sites maintenant, et à chaque fois que j'ai Contact Form Controller, je dois ajouter au début, plutôt que Contact Form Controller, il va être app/controller/contact form controller, etc., etc., etc. C'est très long, et donc je ne vais pas faire ça parce que en fait, il y a une manière beaucoup plus rapide et simple à faire cette modification. Avec la directive use, je peux dire à PHP, prends la classe qui se trouve ici, et pour le reste de ce fichier, uniquement ce fichier, on l'appelle site. Et quand je fais référence ici à site, en fait, je veux dire cette classe-là. Il y a même un raccourci à faire, c'est que si on n'a pas besoin de mettre cette as, blablabla, parce que par défaut, il va prendre le nom ici, site. Et du coup, tu vois, si je survole maintenant ça dans mon IDE, j'ai à l'écran app/services/site parce que le IDE, il comprend que ça veut dire que c'est un site, que c'est cette classe ici, à cause de cette directive-là. Si je n'avais pas mis ça, ça n'aurait pas marché. Et ça, je dois le faire. Lorsqu'on a fait les require, on les avait fait tous dans index.php, mais en fait, le site, ce use, on doit le faire dans chaque fichier où on utilise une autre classe. Et tous les IDE modernes, moi j'utilise VS Code, Visual Studio Code, mais il y en a plein, Sublime Text, etc. Ils ont tous des extensions qui te permettent de charger automatiquement de charger automatiquement les imports, c'est-à-dire ces mots-là, use, en haut du fichier, de les trouver automatiquement dans le fichier. Je vais vous montrer ça. Donc là, maintenant, je dois aller dans Site, PHP. Et ici, Contact Form Controller, c'était là où on avait l'erreur, c'est-à-dire il ne le trouvait pas. Donc, si je clique droit dessus et je clique sur Import Class, en fait, mon IDE, il a cherché dans mes fichiers, il a trouvé la bonne classe et il sait qu'il se trouve en fait dans App Controllers parce que c'est un contrôleur. Et donc, il a ajouté le use en haut du fichier. Et en fait, il y a encore plus utile parce que je peux cliquer sur le bouton Import All Classes et là, il me fait pour tout. À l'occurrence, il n'y en avait que deux, donc il y avait juste l'error et le Contact Form Controller. Donc, j'enregistre. Et puis, je vais faire la même chose pour tous les fichiers pour vérifier qu'il n'y en a pas qui sont problématiques. Ah, là, il va y avoir un problème. Alors, je vais revenir à ça dans le contact form dans un instant. Je vais faire les autres. Il n'y en a pas. C'est déjà fait. Il va y avoir un problème ici aussi, donc je reviens à ça. Hop. C'est bon. Ça, c'est bon, les deux sont corrects. Ok, donc ça a marché, ça a marché. Là où ça n'a pas marché ici, c'est que, en fait, du coup, quand je déclare un namespace, à l'intérieur de ce fichier, par exemple ici, ou ici, ou ici, quand je crée un nouvel objet à partir d'une classe, maintenant que j'ai déclaré en haut du fichier un namespace, il va uniquement chercher à l'intérieur de ce même namespace, c'est-à-dire il va chercher pour error, il va essayer de trouver app/services/error. Et quand ça n'existe pas, en fait, avec l'import, du coup, il a juste dit, je vais importer error. Nous, ce qu'on voudrait, c'est plutôt que de chercher à l'intérieur du namespace, nous, on veut utiliser ce qu'on appelle le namespace global de PHP, c'est-à-dire où PHP stocke toutes ses fonctions parce que error, c'est en fait une classe disponible dans l'ensemble de PHP par défaut. Et du coup, pour faire ça, je dois ajouter un slash au début de error
error parce que ce n'est pas moi qui ai créé cette classe error, c'est une classe qui existe déjà dans PHP. Et donc, je dois dire, je veux utiliser ce qu'on appelle le global namespace pour error. Du coup, je cherche vraiment pour error dans le namespace principal de l'application. Du coup, je vais le supprimer ici et je vais juste vérifier qu'il n'y en a pas d'autres. Alors, il me dit the class is not found. Du coup, je vais juste regarder. Donc, error, c'est bon. Contact. Voilà, il ne le trouve pas. Ah, il ne le trouve pas parce que je l'ai renommé en contact request, n'est-ce pas, ici. Donc, en fait, si je le renomme et ensuite je fais, voilà, il m'a ajouté ici. Et puis, je regarde les autres. Email. C'est bon. Donc, je vais juste vérifier que tout est bien importé. Oui, ça m'a l'air bon. OK. Et du coup, je dois faire la même chose pour un autre. Voilà, celui-là. Je ne veux pas utiliser la classe error, je vais utiliser la classe principale error. Voilà. OK. Du coup, je vais refaire composite dump autoload pour remettre à jour mes fichiers. Et normalement, et ça devrait marcher et ça ne marche pas. Cannot locate template in view. Oui, parce que j'ai bougé le fichier view ici. Et donc, il faut que je remonte encore un autre niveau de dossier. C'est-à-dire là, maintenant, je suis dans un sous-dossier. Donc, je dois monter de 1 à app. Et ensuite, enfin, une fois, je dois remonter à services. Et ensuite, je dois remonter encore, je crois. Donc, c'est pour ça que ça ne marche pas. On va le regarder. Est-ce que ça marche? Voilà, c'est bon. Donc, maintenant, j'ai fait ce qu'on appelle namespaced my application. J'ai namespacé mon application pour que, en fait, je puisse l'autoloader super facilement. Pardon, que je puisse l'autoloader avec Composer super facilement. Voilà, donc ça, c'était une première étape. Maintenant, mon index.php est très simple. Et du coup, je peux utiliser ces directives use partout dans mon application et j'ai pas besoin de require le fichier exact et de mettre le chemin à chaque fois vers le fichier et ça fonctionnera. Donc ça, c'était la première étape à faire. Ensuite, ce que on voudrait faire, c'était utiliser de créer une base de données et ensuite de modifier ce contact request pour faire que ce soit un vrai modèle en fait, plutôt que de faire juste un truc qui existe uniquement pour le temps de l'exécution de l'application. On va enregistrer la requête dans une base de données. Donc on va faire ça tout de suite et je vais mettre en pause la vidéo pour me mettre, pour me mettre dans la bonne situation pour vous montrer. Alors, du coup, prochaine étape pour moi, c'est je dois inclure la librairie externe que je veux utiliser pour faire ça. C'est-à-dire, je vais, plutôt que d'écrire moi-même le SQL et les requêtes, chose que je pourrais faire, bien sûr, dans du PHP, je peux toujours le faire. Mais c'est un peu mieux, c'est un peu plus réel d'utiliser soit une librairie externe qui gère la relation avec la base de données, soit de créer cette couche moi-même. Moi, je ne vais pas passer 4 jours à créer une couche externe pour ce projet-là. Je vais utiliser quelque chose déjà existant. Ce que je vais utiliser, c'est une ORM qui s'appelle Propel. Propel, en fait, il va me proposer une relation avec la base de données. Et en fait, moi, je vais pouvoir agir uniquement avec les objets en PHP. Et lui, derrière, il va convertir tout ce que je fais en requête à la base de données et il va enregistrer des choses quand je lui dis de le faire, etc., sans que j'ai besoin de toucher à du SQL. Si on voit dans cet exemple qu'on a pu créer, donc là, et dans l'exemple, on a créé un nouveau livre, on a mis le titre, on a mis le prix, et ensuite, on a créé un auteur, on a associé l'auteur avec le livre, donc on a fait la relation dans la base de données, et ensuite on enregistre. Et tout ça, on l'a fait sans toucher à un seul mot, une seule ligne de SQL. Donc en fait, ça permet de faire beaucoup de choses de manière beaucoup plus transparente avec PHP. Et surtout, si vous n'êtes pas des experts en SQL, c'est quelque chose de très utile parce que vous pouvez faire beaucoup avec ces ORM. Il y a plusieurs ORM disponibles pour PHP. Moi, j'utilise celui-là qui s'appelle Propel parce qu'il est assez simple pour cet exemple. Mais il y en a un autre qu'on va peut-être voir en cours qui existe, qui s'appelle Eloquent.
Et c'est l'ORM qui est fourni, je vais vous montrer rapidement, qui est fourni par défaut dans Laravel. Eloquent. Donc, ça veut dire que la manière qu'on interagit avec les objets, etc., est légèrement différente, mais peut-être un peu plus compliquée. Et du coup, je vais plutôt vous montrer celui-là, le simple, pour l'instant. Donc, savez-vous comment on inclut une librairie externe PHP dans un projet existant? Alors, c'est vraiment très simple. Vous avez juste besoin de, dans le fichier, dans Composer, de dire je veux utiliser cette librairie dans mon application. Et du coup, vous faites ça avec la commande require dans Composer. Et require, il va faire deux choses. Il va d'abord installer la librairie PHP dans le dossier vendor. Et puis la deuxième chose qu'il va faire, c'est qu'il va écrire cette librairie dans le fichier composer.json. Donc on verra que ça changera quand je clique sur le bouton. Ok. Je crois que c'était quoi qu'ils ont mis. Il faut que je le fasse. Hop. Weird. Pourquoi il ne marche pas? Peut-être qu'il faut que je fasse arrobase comme ça. Non? Un instant. Bon, je crois que j'ai trouvé l'erreur. C'était moi qui ne connais pas le syntaxe que je devrais utiliser. Donc en fait, avec d'autres gestionnaires de packages qui ne sont pas Composer, c'est le arrobase qui permet de dire quelle version je veux, mais en fait, c'est pas ça. Ça devrait être le 2 points. Donc je mets le 2 points. Normalement, si je mets le 2.0 arrobase dev, ça va s'installer. Voilà, ok. Voilà. Donc, on voit plusieurs choses. Donc le dossier vendor, il est maintenant un peu plus grand, il y a des choses dedans, mais nous, on n'a jamais besoin d'aller dans ce dossier, jamais besoin de rien faire. C'est Composer qui s'en occupe entièrement, hein, donc c'est vraiment pas nous de le faire. Cependant, ici, on a vu que dans le fichier composer.json, il a rajouté cette require. Donc ça veut dire que pour une autre personne qui utilise notre application, bah, en fait, il sait que on utilise cette librairie Propel et qu'on en a besoin et que du coup, on peut l'installer, quelqu'un d'autre peut l'installer dans son projet aussi pour l'utiliser. Voilà. Donc, Propel, il va, pour le créer, pour l'initialiser, on a besoin de faire plusieurs choses. Euh, il y a cependant, il y a une manière très simple de se faire ça avec Propel. Il propose une commande Propel init que je peux taper simplement. Et en fait, il va tout organiser lui-même, c'est-à-dire il va me poser des questions et ensuite il va me demander quel type de base de données avez-vous, etc. On verra ça, je vais le faire tout de suite du coup et on le verra ensemble. Du coup, il veut que quelle est la base de données que je vais utiliser. Et moi, je vais utiliser SQLite, c'est-à-dire SQLite, c'est comme du MySQL, mais plutôt que d'avoir un serveur MySQL, en fait, on va juste écrire notre base de données dans un petit fichier texte. Et du coup, ça me permet de faire une démonstration aujourd'hui, mais on peut très bien utiliser cet ORM avec toutes les autres bases de données que vous voyez là, hein, un MySQL comme vous l'avez peut-être déjà fait, etc. Donc, où est-ce que je devrais mettre cette base de données? Eh ben, je vais dire que on va créer un dossier ici qui s'appelle DB et on va le placer là-dedans. Donc, je vais lui dire, ça devrait être dans
je mets mon mot de passe. Ça, c'est moi qui décide de ce que ce sera. Je laisse le par défaut. Ok. Donc, là, il me demande, est-ce que j'ai besoin... donc, the initial step in every Propel project is build. During build time, a developer describes the structure of data model in an XML file called the schema. From this schema, Propel generates PHP classes called model classes, made out of object-oriented PHP code. The model classes are the primary interface to find and manipulate data in the database. The XML schema can be used to generate SQL code to set up your databases. Alternatively, you can generate the schema from the existing database. Do you have an existing database? Nous, on n'a pas de base de données existante, donc on va dire non. Où est-ce que je veux stocker ce schéma? Et je vais le mettre dans le même dossier. C'est-à-dire, il va être dans le même... dans DB. D'accord? Dans le même fichier DB. Où est-ce que je veux enregistrer les modèles qui seront générés? Alors, les modèles, bah, je veux les mettre dans mon dossier models. Donc, je vais faire la même chose. Je vais copier ça. Et je vais mettre /app/models. What namespace? Donc, ça nous revient à cette histoire de namespace. Du coup, quel format je vais utiliser? Alors, pour la config, ça peut être du YML, ça peut être du XML, ça peut être du JSON, etc. Premier, YML, c'est relativement simple, vous le connaissez déjà. XML, vous le connaissez surtout aussi déjà. JSON, vous avez vu avec Composer, c'est du JSON, c'est juste le format du fichier qui change. Moi, je vais mettre, pour qu'on ait quelque chose de relativement simple à lire, je vais mettre du YML. Et là, il m'a fait n'importe quoi parce qu'il a mis donc les modèles dans App Models et ensuite dans le dossier App Models. Donc, c'était pas bien. Je devrais... bof. Je devrais donc supprimer ça. Et... je vais réessayer le même truc. Ok. Ça a l'air mieux. Je vais virer l'ancienne base de données qui ne sert à rien du coup. Et normalement, ça devrait être bon. Mes modèles sont maintenant dans le bon dossier, en tout cas ici, avec models. Ça, c'est bon. Ok. Donc, on voit que, en fait, ce qui se passe avec Propel, c'est maintenant, je dois aller dans le schéma.xml ici. Et je vais devoir lui définir quels seront les différents éléments dans cette base de données. Par défaut, il me fait un certain nombre de tables pour le modèle démo. Nous, on n'a pas besoin. En fait, nous, on veut juste une seule table qui va s'appeler contact
requests. Contact request en PHP. Et puis, nous voudrions juste une table, une colonne ID, parce qu'il en faut. Et ensuite, pour chacun de ces éléments-là, on veut une colonne. D'accord? Donc, on voudrait une colonne first name, une colonne last name. Ok, une colonne email, une colonne subject, qu'on va limiter du coup à 255, et puis une colonne, alors je sais pas s'il y a un exemple. L'autre type de colonne, je vais mettre, c'est long varchar pour le message. Parce que sinon, il y aura une limite dans la base de données sur le nombre de caractères dans le message. Là, il y a une limite du nombre de caractères à 255. Je vais mettre long varchar pour le message, pour que ça puisse être une longueur flexible, une longueur indéfinie. C'est tout ce que j'ai ce dont j'ai besoin. Du coup, le reste, je vire. Ok. Et là, tout ce que j'ai besoin de faire maintenant, c'est de retaper vendor.propel, mais cette fois, j'utilise la commande build. Et en fait, il va générer automatiquement les modèles nécessaires à l'utilisation de cette classe. Sauf qu'il n'a rien fait ici parce que j'ai déjà un modèle qui s'appelle contact request. Du coup, je vais la renommer juste pour l'instant. Je vais relancer la commande. Il va me créer du coup le modèle que lui il utilise. Et on voit ici qu'en fait, il utilise une classe déjà existante, enfin une classe qu'il a créée. Et là, il me crée une classe vide qui extend, qui construit sur la base de cette classe existante. Et vous n'avez pas besoin de comprendre exactement ce qui se passe ici, mais c'est un modèle, enfin c'est un pattern très très utilisé dans le monde du PHP, dans le monde des sites web créés en MVC. C'est-à-dire en fait, votre système qui fait l'interface avec la base de données, il va faire un certain nombre de choses dans cette classe ici. Et on n'a pas besoin vraiment de savoir ce qu'il fait parce que lui, il va l'organiser, il va pour chaque colonne dans la base de données, il va ajouter une propriété, etc. Il fait plein de trucs derrière. Ce qui est important pour nous de savoir, c'est que pour chaque propriété de la base de données, il nous ajoute en fait un getter, comme on avait vu avant, c'est-à-dire une fonction qui va permettre de retrouver chaque colonne. Donc, c'est lui qui a créé. Hein. Il a créé un get ID, get first name, get last name, get email, etc. Il a créé à partir de ce schéma.xml. Et ensuite, il y a aussi, dans le même chose, il y a aussi un setter. Et donc, dans chacun des setters, en fait, il a mis un peu de logique à lui-même pour nettoyer ce qu'on donne. Donc, pour qu'on puisse pas écrire n'importe quoi dans la base de données, il va vérifier, eh ben, est-ce que c'est bien un string, est-ce que c'est bien une chaîne de caractères, etc. Et il va le enregistrer dans la base de données. Enfin, il va modifier la classe pour l'enregistrer dans la base de données. Donc, maintenant, notre contact class, c'est du vide, mais j'ai besoin de reprendre ce que j'avais ici, en partie, mettre ici. Sauf que, en fait, j'ai besoin de quoi ici pour mettre là-dedans? Bah, tout ça, c'est déjà dans la classe base. Donc, en fait, je n'ai pas besoin. Et le constructeur, c'était nous qui avions décidé de ce logique où je pouvais envoyer donc le first name, last name, email, subject, message, etc. dans le constructeur et que derrière, ça allait créer un objet. Mais en fait, Propel, il fait tout ça pour moi aussi automatiquement sans que j'ai besoin de le faire. Du coup, en fait, je peux juste virer cette classe dont je n'ai plus besoin. Parce que l'autre classe, elle est utilisée à la place. Donc,
ici, j'avais dit en fait que dans ma contact request que je n'avais pas besoin de constructeur parce que ça le fait automatiquement dans Propel. Mais en fait, je me suis trompé, ce n'est pas le cas, ça ne le fait pas automatiquement dans Propel. Donc, dans notre application, là où on crée le contact quelque part, ici, avec les données post, ensuite on va... Hop. Ensuite, on le create avec cette commande ici. Et là, c'est là où on create notre contact request. Ça, en fait, ici, on a deux choix. Soit on continue à le faire de notre manière et on écrit nous-mêmes un constructeur comme on avait avant sur le contact request.php. Ou bien, plutôt que de faire ça, je peux utiliser la manière que me préconise de le faire Propel. Et je pense que c'est la meilleure solution ici. Donc, ici, quand je crée mon contact, plutôt que de passer tout dans le constructeur, je vais faire ça de la manière que veut Propel, c'est-à-dire que lui, il préconise. Je crée un nouveau objet qui s'appelle contact request. Là, ça va générer du coup l'objet PHP, comme on avait avant, exactement comme on avait avant, mais vide de rien. Ici, ensuite, pour chaque paramètre que je veux modifier, enfin que chaque paramètre que je veux enregistrer dans la base de données, enregistrer dedans, je vais utiliser le setter. Donc, ça, je l'ai fait pour le first name. Il faut faire pour le last name aussi. Ensuite, pour le email. Ensuite, pour le subject. Et ensuite, pour le message. Donc, ce que cela me fait actuellement, c'est qu'il va générer donc cet objet en PHP. Et si je retourne l'objet, comme ça, c'est strictement la même chose que ce que j'avais avant, en fait. C'est exactement la même chose que ce que j'avais avant dans ma ligne, une ligne où j'avais le constructeur et ensuite on avait la logique dans le constructeur qui faisait ça. Plutôt que de faire comme ça, Propel, il veut bien que tu fais des constructeurs vides et ensuite que tu paramètres chaque truc individuellement. J'aurais pu faire autrement, mais j'ai décidé de faire comme lui il veut. Cependant, cette information, elle est maintenant dans l'objet PHP, c'est-à-dire si j'interroge sur la ligne 55, qu'est-ce que c'est contact request, il y aurait tous ces éléments dedans, mais par défaut, la base de données, elle est à part de notre application. Du coup, la fait de créer cet objet n'a pas enregistré dans la base de données. Pour l'instant, on utilise Propel, on crée un objet et puis on n'en fait rien avec. Enfin, si je le donne, je le renvoie ici et on envoie un mail avec, mais en fait, rien n'est enregistré dans la base de données. Et moi, je voudrais bien aussi enregistrer cette demande de contact dans la base de données. Du coup, là, je vais utiliser une des fonctions qui est fournie par Propel. Et plutôt, du coup, que de devoir faire une requête SQL qui va insérer ces éléments dans la base de données, etc., j'ai juste besoin d'appeler cette méthode save qui va prendre tout ce qu'il y a dans cet objet à ce moment-là et l'enregistrer dans la base de données telle qu'elle. Du coup, normalement, ensuite ça va marcher. Le send email, je vais juste regarder qu'il n'y a rien à modifier là. Non, ça a l'air bon. Si, ça va pas marcher. Je vais juste faire une vérif qu'il n'y a pas d'autres occurrences de ce mot contact parce que j'ai renommé la classe et j'ai pas renommé toutes les occurrences de la classe.
Je pense que c'est bon. Du coup, je pense que c'est juste ici. Contact form. Et là, je clique dessus. Ah non, il n'a pas fait. Mais je peux en fait... c'est pas contact form, pardon, c'est n'importe quoi. C'est pas contact form, c'est contact request. Et du coup, normalement, si j'importe... Il me pose la question maintenant, quelle classe je veux, parce qu'en fait, Propel, il a créé cette classe dans le dossier base. Nous, on va toujours utiliser la nôtre, là, qui est là, hein, la principale. Ok, on va vérifier qu'est-ce qui se passe. Ok, il y a une erreur. No connection defined for database default. Did you forget to detect a connection? Pourtant, il y a une base de données définie. Laissez-moi un instant, je vais vérifier et je reviens vers vous. Ok, donc juste pour vous dire ce que j'ai fait parce que effectivement j'avais raté une étape. Euh, donc on était sur le, enfin on avait mis à jour nos modèles pour utiliser Propel. Et puis on avait aussi utilisé, mis à jour ici pour utiliser la méthode save. Cependant, ce que je n'avais pas fait, c'est que même si j'avais défini le schéma dans le XML, dans le fichier XML, je n'avais jamais en fait créé la base de données avec ce schéma et je n'avais jamais. Donc j'ai dû lancer deux commandes dans Propel. La première, j'ai dû lancer ici Propel SQL build. Ça a généré les fichiers, enfin les requêtes SQL nécessaires pour le schéma de la base de données. J'ai lancé aussi config convert, ça permet simplement de lire le fichier configuration et de le mettre dans le bon format pour la mise à jour, enfin pour l'application pour que ça marche dans l'application. Et j'ai dû inclure ensuite ce fichier ici dans mon index.php. C'est le fichier qui est généré là. C'est le fichier généré, je ne le modifie pas. Et puis j'ai dû lancer deux choses. Propel, il a une bonne manière de gérer les bases de données. Donc en fait, imaginons que j'ai ajouté ici dans mon schéma, j'ai en fait ajouté des tables et j'ai enlevé d'autres tables. Cependant, la base de données ne reflète pas ces modifications sans que je le fasse. Alors, je peux effectivement aller directement sur ma base de données et modifier la structure de la base, supprimer une table ici, ajouter une autre table, mais je peux aussi introduire facilement des erreurs en faisant cela. Donc en fait, il y a deux commandes dans Propel. Le premier, c'est diff. Diff, il va permettre de regarder la différence entre la base de données actuelle et ce qu'il y a dans le schéma ici. Et ensuite, il génère un fichier SQL, enfin un fichier PHP avec du SQL dedans, ici, qui sera exécuté automatiquement par la commande migrate. Si je fais migrate, en fait, il va regarder ces fichiers-là et il va exécuter celui-là. Pourquoi je fais ça? Parce que comme ça, je peux partager mon application avec d'autres personnes. Et puis, si un jour j'ai modifié la structure de ma base de données, si je partage aussi ces fichiers migration dans le même lot avec Git ou avec un autre système, en fait, l'autre personne qui regarde ça, il peut aussi lancer la même commande migrate et ça va mettre à jour aussi sa base de données chez lui. Donc en fait, c'est une manière de gérer les versions de la base de données un peu plus proprement. Et c'est assez commun aussi, c'est pareil dans la Ravel qu'on verra peut-être ensemble, etc. Donc, je n'avais pas lancé cette migration, je l'ai fait. Maintenant, ma base de données fonctionne, mais j'ai quelques erreurs et je voulais en parler avec vous parce que c'est effectivement intéressant. Pourquoi j'ai ces erreurs-là? C'est parce que j'ai modifié le contact, je l'ai transformé en contact request, et puis par défaut, dans contact request sur Propel, en fait, tous ces. Pardon, on est où? Contact
contact request. Ah, pardon, je suis dans le mauvais, c'est celui-là. Contact request, par défaut, en fait, il met toutes les propriétés de l'objet en protected, pas en public, donc je ne peux pas les voir dans le reste de mon application. Ça veut dire qu'ici, quand j'essaye de voir le first name, last name, etc., ça ne marche pas. Parce que tout est protégé. Donc, en fait, je vais devoir, pour chacun de ces trucs ici, je vais devoir les transformer en getter plutôt qu'en juste interrogeant la propriété. Et ça, je vais le faire d'un coup pour que ça soit plus facile à faire. Mais en fait, non, je peux pas parce que je dois faire le majuscule. Donc, en fait, je dois transformer get first name comme ça en get first name avec des parenthèses, etc. Je vais faire ça et je reviens vers vous. Donc là, ça devrait être bon. J'ai remplacé tout par les get first name et du coup, je vais recharger la page et on va voir ce que ça donne. Il me dit le formulaire a été soumis avec succès. Donc, deux choses à vérifier. Est-ce que je vois ça dans les logs? Oui. Est-ce que je vois ça dans la base de données? Je ne sais pas. Je vais ouvrir la base de données avec un outil qui me permet de voir dedans. Comment il s'appelle? Voilà. Ah, je peux pas ouvrir un fichier de ce type. C'est chiant. Ok, c'est pas grave. On va faire d'une autre manière pour vérifier qu'il est dedans. Parce que je crois que je peux pas ouvrir un fichier avec cet outil. Ok, il s'avère que la base de données ne peut pas être lue avec le programme que j'ai sur ma machine, donc on va le faire autrement. Je vais donc, comme j'avais dit, je voudrais créer une deuxième page où je peux voir la liste de toutes les demandes de contact qui ont été soumises dans cette application. Donc on va faire ça ensemble, ça devrait être relativement rapide parce qu'on a mis en place une bonne structure qui permet de facilement ajouter d'autres pages. Donc ici, d'abord, je veux créer une nouvelle page dans mon application. Donc d'abord, j'ai créé une nouvelle méthode sur le contrôleur. Et le méthode, ça va s'appeler list, on va dire. Parce que je vais faire ici, je vais afficher la liste de toutes les demandes de contact qui sont dans la base de données. Ensuite, je vais créer aussi une nouvelle vue dans l'application qui correspond à cette liste. Et donc, ça va s'appeler list.php. Et dedans, je vais piquer ce qu'il y a dans Home, juste pour avoir le conteneur correctement. Et ensuite, je vais mettre un titre, List of Submitted Contact Requests. OK. Et puis ici, il y aura la liste. Pour l'instant, je mets juste un commentaire pour faire ça progressivement. Et puis le dernier élément que je dois faire, c'est que je dois ouvrir ce fichier site.php, là où on avait défini les routes de notre application, et je dois ajouter un nouveau root qui va être du coup form list. Je sais pas, ou même peut-être mieux contact requests. Non, ouais, je vais faire form list. Pourquoi pas? Form request, ça c'est le plus logique. Je prends le même contrôleur parce que j'utilise. Ça reste toujours dans le milieu de formulaire de contact, donc je pense qu'on peut utiliser le même contrôleur. Après, vous pouvez aussi décider, non, je sais pas, la liste des personnes qui ont envoyé le formulaire, c'est pas exactement le formulaire de contact. Donc peut-être c'est plus logique d'avoir un contrôleur qui s'appelle Contact Request Controller avec une seule méthode qui s'appelle list, par exemple. C'est peut-être bien. C'est vous qui décidez. En général, en règle générale, pour ce genre de structure avec MVC, on essaye de limiter les contrôleurs à avoir seulement les six différents méthodes dessus. Index, show, update, edit, destroy, delete,
Je crois que c'est tout. Et comme ça, en fait, un contrôleur, il va permettre d'afficher une chose ou d'afficher la liste de la chose ou d'enregistrer des updates, des mises à jour à la chose ou de supprimer la chose ou d'afficher la page de suppression. En fait, et du coup, bon, ça part un peu dans l'architecture de l'application là. Vous pouvez faire un peu comme vous voulez. C'est très avancé déjà ce que je suis en train de dire. Mais l'idée, c'est que on essaye de garder une logique très logique dans notre application où le formulaire, bah, si on veut faire une liste de tous les formulaires, bah, on va créer la fonction list sur le contrôleur du formulaire et du coup, bah, ça ne devrait pas lister autre chose que le formulaire. Mais bon, pour l'instant, on va le faire comme ça parce que je pense que c'est pour montrer le concept, ça suffit. Donc, on a Contact Form Controller avec @list. Et du coup, ça va exécuter ça. Et ici, on va charger la vue qui s'appelle list. Comme ça. Et là, ça va juste afficher cette page blanche, je pense, mais on va tester juste pour vérifier que tout fonctionne. Voilà, donc on a une nouvelle page de l'application. On a un nouvel contrôleur qui nous envoie rien à part la vue. Et on a la vue où c'est marqué List of Submitted Contact Requests. Maintenant, dans le contrôleur, je veux obtenir la liste de toutes les requêtes, toutes les demandes de contact qui ont été enregistrées dans la base de données. Pour faire ça, je vais utiliser les méthodes qui sont disponibles dans Propel. Si on regarde la documentation, on va regarder dans CRUD, dans la CRUD, ça c'est basic CRUD. CRUD, ça veut dire create, what is it? Create, retrieve, update, delete. Je pense que c'est ça. Du coup, on veut retrieve, on veut trouver la base de données. On va trouver des éléments dans la base de données. Ce que je vais et ici, il m'explique comment je peux retrouver des éléments dans la base de données, tous les éléments, avec cet objet, cette classe qui s'appelle query, requête, qui a été créée automatiquement par Propel quand j'ai créé les différentes classes et que je peux utiliser pour en fait trouver tous les X, tous les auteurs, tout ce qui est ici c'est tous les auteurs et je peux ensuite faire un for each pour les faire en boucle. Donc je vais faire ça, ça me semble bien effectivement. Du coup, ici, query égale contact request query. Et là, mon ID, il est sympa, donc il me auto-complète. Du coup, j'ai deux choix et je peux choisir soit le base query, ça c'est le truc généré automatiquement par Propel. C'est pas une bonne idée parce que c'est le truc automatique. Là, je vais choisir le truc où moi je peux mettre mon code si je veux. Il n'y en a pas, mais je pourrais mettre là. Et du coup, en fait, je vais suivre la documentation. J'appelle la méthode statique create pour créer un nouveau. Et ensuite, bah, simplement, find, il va simplement retrouver, si je mets des conditions, il va me retourner la fonction. Mais là, si je mets rien, pardon, il va me retourner simplement tous les résultats qui correspondent à ma requête. Et il s'avère que ma requête, c'est rien. Je n'ai pas mis une autre condition à l'intérieur. Vous voyez dans l'exemple, ils mettent create et ensuite order by last name, limit et puis find. Et il y a une liste de toutes ces fonctions, toutes les fonctions disponibles là, ici. Toutes les fonctions qu'on peut trouver. Mais le fonctionnement de base ici, c'est que je crée la requête et ensuite tu définis toutes les conditions et à la fin tu fais find et il va retourner ce qui est retrouvé avec cette requête. Du coup, ma requête, en fait, je vais même pas l'appeler requête, je vais l'appeler contact requests simplement parce que ce sera toutes les requêtes en fait finalement qui vont être retournées. Et puis ici, bah, dans les params, comme j'avais fait ici, je vais les passer à ma vue. Donc je vais créer une petite variable qui va s'appeler contact requests.
et je passe contact requests dedans. C'est tout. Ensuite, dans ma vue, ici, je vais créer un div avec une classe, juste si jamais je voulais mettre du SQL, enfin du CSS dessus. Et ensuite, dans PHP, je vais boucler sur cette variable. La variable est maintenant disponible ici parce que je l'ai passé dans le ici, contact request. Tout ce que je mets ici sur le côté gauche sont disponibles dans la vue. OK. Et puis, ensuite, je vais utiliser l'écriture simple, enfin l'écriture longue pour PHP parce que c'est mieux quand on fait du PHP mélangé avec du HTML, ça se voit un peu mieux ce qu'on fait. Et puis ça veut dire que pour chaque requête, je vais faire le suivant. Je vais faire on va dire, je vais faire un div qui va s'appeler contact request. Hop. Et puis dedans, je vais mettre donc, on va faire un écho du contact request, de request get first name. Et puis je vais faire la même chose en fait. Et ça va me faire un petit bordel, je pense. Parce que ça va pas me faire des retours à la ligne à la fin. Donc non, je vais faire plutôt comme ça. Ok. Et du coup, get first name, get last name, email, get subject, get message. Il y en avait un de trop. Et puis, je vais mettre un horizontal line à la fin, juste pour qu'on ait la liste des requêtes, comme on voit qu'il y en a plusieurs. Hop. Donc, là, je vois tout ce qui a été inséré à ma base de données. Je vois la liste des requêtes. Et en fait, ici, cette requête, c'est la magie de Propel. Le contact form query que j'avais lancé ici, elle fait la requête SQL de la base de données. Elle retourne, non, elle ne retourne pas un array ou un tableau ou autre, elle retourne des objets et elle retourne une liste d'objets. Et les objets, ce sont ces contact requests ici en fait. C'est exactement comme ça que ça se définit. Donc, je crée un contact request en créant cet objet et en appelant la méthode save. On l'avait vu, pas là, ici. OK. Et ensuite, quand je retrouve ces informations dans la base de données avec la contact request query, c'est la chose que c'est la requête, c'est l'élément qui était généré automatiquement par Propel. En fait, il me renvoie le même objet, c'est-à-dire l'objet qui est défini comme l'objet qui représente cette table dans la base de données. Il me le renvoie et du coup, je peux l'utiliser comme toutes les méthodes qui sont disponibles, qui sont définies ici ou qui sont définies par défaut dans Propel. En fait, ils sont disponibles dans la vue maintenant parce que j'ai renvoyé l'objet dans la vue. Et du coup, je peux lister les requêtes, je boucle ici via le for each sur toutes les requêtes de la liste et ensuite pour chacun, je sors les différents éléments, je les mets dans des P et voilà, et puis je mets une ligne horizontale à la fin juste pour qu'on voit. Ça veut dire que si je resoumets le formulaire et ensuite j'aille sur cette page à nouveau, je vais prendre des noms de gens dans la classe. Je soumets le formulaire. Maintenant, si je vais à ma liste, j'ai la demande de contact de Léa qui est dedans aussi. Voilà.
regardez tout ça avec un peu d'attention et puis on en parlera certainement en cours ensemble. N'hésitez pas à poser des questions. C'est long, c'est peut-être un peu compliqué. Je pense que c'est une bonne vision de l'ensemble de ce qu'on peut faire. Et puis surtout, on mettra la main à la pâte à partir de la semaine prochaine. Ce sera à vous de faire ce genre de choses, d'utiliser des petites briques comme ça. Là, je vous montrerai les différentes librairies qu'on peut utiliser et puis de créer quelque chose. Voilà. Merci beaucoup et puis à bientôt.